Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Mon nom est François Ablé et je suis content de vous retrouver dans cette petite intervention rapide, bien sûr, sur la situation actuelle qui se passe sur les différents marchés. Je remercie d'avance tout le monde et également les membres du GSTA en fait, parce que j'ai reçu beaucoup de messages d'entre vous qui me demandaient un peu comment ça allait parce que on me voit plus trop maintenant sur les réseaux sociaux, je comprends. Comme je l'avais dit, c'est un peu la période de pouvoir recevoir beaucoup d'inscriptions pour les différents services que nous offrons avec le GSTA, notamment les étudiants aussi qui ont fini les sessions, donc qui avaient intention un peu reporter leur date disons, pour pouvoir s'inscrire aux différentes formations. Donc, on est en train de restructurer un petit peu dû à ce volume ce volume de travail là, cette charge qui s'impose à nous. Donc, du coup, je me fais un petit peu rare. Donc voilà, c'est pour... sinon, je vais très très bien. Je vous remercie infiniment pour cette marque de sympathie. Et je fais cette petite intervention pour parler un peu de la situation actuellement qui prévaut sur les marchés financiers parce que la plupart d'entre vous, justement, suivent les marchés et vous êtes un peu certainement un peu troublé, un peu déstabilisé de pourquoi est-ce que les marchés se comportent de cette façon. Et il n'y a pas de mystère, hein, comme vous le savez. J'ai toujours été parmi ces personnes-là qui disaient au départ de ne pas chercher à être exposé soit à la hausse ou soit à la baisse, mais juste de vraiment réagir sur des niveaux pour ne pas être surpris, d'accord? Alors, pour tous ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je vous renvoie à notre site internet www.globalstreettrader.com où vous pouvez également aussi voir notre page Facebook dans laquelle vous êtes présentement, mais aussi il y a la chaîne YouTube et aussi si vous voulez suivre mes interventions au niveau de mes articles que j'écris sur TradingView, même si ça fait longtemps que je ne suis pas encore allé pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Vous pouvez voir donc les différentes interventions, les différents articles ou analyses que j'ai déjà écrites qui est sur le profil Frank Belfort, d'accord? Frank Belfort, ok? Sur TradingView ou aussi sur Twitter. Bon, alors, ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers n'est pas surprenant, d'accord? Vous me direz peut-être que c'est facile de le dire après coup, mais effectivement, il n'y a rien de sorcier, d'accord? Nous étions dans des configurations techniques d'abord très difficiles, d'accord? Et pour trois raisons particulières, je le disais assez souvent à ceux qui me suivent, de ne pas chercher à rentrer en position et d'être exposé au marché, d'accord? La première raison, c'est parce que on nous produit depuis maintenant presque 2 mois une série de chiffres macroéconomiques qui sont dans l'ensemble bons, d'accord? Et ça peut amener justement les gens à croire que l'économie américaine se porte bien parce que les détails macroéconomiques sont là, même si je suis, on va dire, un petit peu sceptique par rapport aux chiffres, mais c'est ce qu'on nous présente, donc je dois composer avec, d'accord? Alors, ces chiffres-là, si vous regardez dans les détails, vous allez voir que euh, les chiffres qui sont les plus importants, je dis bien les chiffres qui sont les plus importants pour l'économie actuelle aux États-Unis, donc il y en a pratiquement trois. Il y a le PMI manufacturier, d'accord? Il y a aussi le PCE, donc le Consumer Index, ou Personal Consumer Expenditure, donc c'est-à-dire qui est donc l'indicateur des dépenses de consommation des ménages, d'accord? Donc deux. Et puis le troisième, c'est bien sûr disons la masse obligataire, ou on peut dire la dette, en fait, la dette générale des États-Unis, d'accord? Donc, ce sont ces trois indicateurs-là qui sont les plus importants, d'accord? Dans l'état actuel de l'économie, ce sont les trois indicateurs les plus importants. Pourquoi? Parce qu'au niveau du PMI manufacturier, par exemple, d'accord? C'est là-dessus que le gouvernement américain regarde pour voir le niveau du secteur, comment ça tourne, afin de pouvoir s'assurer que les entreprises vont emprunter de l'argent, d'accord?
pour restimuler leurs entreprises afin que ces entreprises-là puissent, on va dire, baser leurs objectifs de production sur des attentes, on va dire positives, des attentes positives au niveau des chiffres qu'elles vont faire, au niveau des ventes qu'elles vont faire. C'est-à-dire que à partir des carnets de commandes, donc les commandes des biens durables, qui est aussi un indicateur important, elles vont regarder ces chiffres-là et puis elles vont produire et ensuite elles vont mettre une certaine anticipation positive, la plupart du temps, pour pouvoir réaliser des gains trimestriels, d'accord? Sauf que nous sommes à un niveau actuellement de l'économie où, quand on regarde, bien sûr, chaque offre répond à une demande. Donc, si ces entreprises-là voient qu'il y a une certaine offre, elles vont produire, d'accord? Elles vont produire pour pouvoir écouler leur stock. Sauf que nous sommes à un niveau actuellement où on remarque, d'accord, dans l'économie américaine et même dans la plupart des grandes économies ou l'économie globale, que il y a une différence majeure, une différence nette entre la production potentielle et la production réelle, d'accord? Donc, ce qui veut dire que bien que dans les petites microéconomies, les entreprises vont chercher à produire pour satisfaire leurs demandes, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale ou internationale, on n'a pas vraiment de signes cruciaux, des indicateurs purs pour valider ce comportement-là, d'accord? Donc, qu'est-ce que les entreprises vont faire? Ces entreprises-là, compte tenu du fait qu'elles bénéficient d'un environnement plus ou moins dérégulé depuis l'arrivée du président Donald Trump, elles vont justement restimuler de leurs propres fonds, leurs propres caisses, d'accord? Elles vont injecter de l'argent dans leur propre entreprise, mais tout cela a un but purement fictif, c'est-à-dire elles vont racheter leurs propres actifs, d'accord? Ce qu'on appelle les buybacks, d'accord? Les buybacks, ce sont les programmes de rachat d'actifs, d'accord? Et ça, généralement, ça se passe dans un environnement où on a un accès au crédit, d'accord? Et c'est ça qui fait gonfler artificiellement et qui maintient artificiellement on va dire, les indices à la hausse, d'accord? Et ça aussi, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelait, c'est ce que l'ancien patron de la Fed, donc Alan Greenspan, qui a dirigé la Fed de 87 jusqu'à 2006, a appelé irrational exuberance, donc l'exubérance irrationnelle, pour traduire de façon mot pour mot, qui a été repris d'ailleurs par l'écrivain et économiste Robert Shiller, d'accord, qui a été prix Nobel, je crois, en 2013, 2012-2013, ou 2011, je ne sais pas, en tout cas, dans ces années-là, donc qui a repris le concept d'exubérance irrationnelle. Et c'est ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clair que les économies se portent bien, mais les marchés continuent à monter, d'accord? Voilà pourquoi, pour cette raison, je vous disais tous les jours, en tout cas dans mes précédentes interventions, de ne pas chercher à shorter systématiquement chaque point haut, d'accord? Mais de ne pas aussi chercher à être acheteur quand tout se montre, tout montre, quand tous les indices ou tous les indicateurs ou bien tous les produits montent, de ne pas chercher à payer systématiquement, d'accord? D'être plutôt d'un regard des traders, d'accord? Juste faire du day trading, c'est-à-dire que vous avez des niveaux, vous regarderez les niveaux, comment les niveaux vont se comporter pour réagir en fonction, d'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est aussi le comportement de la Fed, d'accord? La Fed nous a fait savoir en 2018-2019, oui, c'est ça, 2018, donc fin 2018, début 2019, elle nous a fait savoir qu'elle comptait augmenter les taux d'intérêt au moins de 3 à 4 fois cette année, d'accord? Eh bien, nous sommes arrivés en début d'année de 2019. Elle produit un communiqué comme quoi elle va plutôt rester neutre et ne pas toucher au taux d'intérêt, et peut-être une fois, d'accord? Une à deux fois, d'accord? Donc, ce revirement de situation a poussé
les marchés financiers, bien sûr, a accéléré bêtement à la hausse, d'accord? C'était suracheté ce mouvement. C'est ce mouvement ici qu'on perçoit ici, d'accord? Ce retour-là de bâton qui a poursuivi son chemin jusqu'à des plus hauts auxquels nous sommes. Donc, c'était en fait... c'est-à-dire c'était un retracement de près de presque 27 à 30% depuis les dernières baisses précédentes qu'on a bien eues, d'accord? Et la Fed qui, dans son verbiage, qui dit que elle ne va pas toucher les taux d'intérêt, mais pourtant, elle soutient que l'économie se porte bien, d'accord? Donc, si l'économie se porte bien, pourquoi on ne veut pas toucher au taux d'intérêt? Parce que, logiquement, selon la loi d'Arthur Hawken, hein, donc ça c'est pour les économistes, le taux de croissance doit suivre le taux d'inflation, d'accord? Sauf que le taux d'inflation n'a jamais suivi correctement le taux de croissance, ça n'a jamais été... c'est jamais aligné au même rythme de progression depuis 2014, d'accord? Depuis que la Fed a ouvertement fait savoir qu'elle arrêtait son programme de QE, d'accord? QE, donc Quantitative Easing, d'accord? Son programme d'injection monétaire dans l'économie, d'accord? Donc, il y a cette dichotomie observée au niveau des différents comportements économiques sur le cas des États-Unis, donc qui n'arrivent pas à montrer clairement que l'économie américaine se porte bien. Donc ça, c'est de deux. De trois, on a aussi le fait que les différentes économies ont peur, chacun se méfie de chacun. Donc, on est dans un climat un peu où chacun se regarde son voisin en chien de faïence à cause des États-Unis, parce que les États-Unis récemment, vous avez vu que le président américain a fait savoir qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt, non pas les taux d'intérêt, mais les tarifs douaniers, pardon, de 10% à 25% ce vendredi. Donc ça va prendre effet ce vendredi. Ce qui va causer une perte sèche à peu près aux Chinois de 280 milliards de dollars dans leur économie, qui en fait la Chine qui est la première économie mondiale, qui en pâtit déjà et qui avait déjà utilisé, on va dire, qui avait déjà commencé un programme de rachat d'actifs, d'accord, pour soutenir leur économie, puisque quand on regarde les anciens chiffres de la Chine au niveau de l'OMC, les chiffres produits par l'OMC, qui sont sortis en 2018, je crois, mars 2018, on voyait que le niveau d'exportation au niveau des Chinois était de 44%, tandis que le niveau d'importation était de 6%. D'accord? Donc 44-6%. Et ça n'a pas plu, bien sûr, au président américain, donc qui a décidé, bien sûr, de taper dur à la Chine, qui ne veut pas ouvrir son territoire et qui passe son temps à déverser donc ses produits sur l'ensemble des différents pays, donc qui font d'elle maintenant une puissance économique en termes d'exportation, parce qu'elle exporte beaucoup. Donc, du coup, le bras de fer commercial, bien sûr, handicape la Chine. Cela également va handicap aussi les États-Unis, parce que les États-Unis ne peuvent pas aussi exporter, parce que la Chine est un grand importateur du porc américain, d'accord, et puis aussi de quelques métaux américains. Ils ne peuvent pas maintenant troquer avec les Américains parce que ils sont sujets de sanctions, d'accord? Donc, ces trois facteurs majeurs font que, techniquement, on a un comportement des marchés qui est un peu bizarre. On a des hausses qui se font de façon lente, de façon progressive, et on a des baisses drastiques, d'accord? Donc, hausse lente, baisse drastique. Ce qui nous a conduit donc à cette fantastique observation technique hebdomadaire qui est donc disons, un biseau d'élargissement symétrique, d'accord, de sommet, d'accord, parce que ça intervient à l'issue, on va dire, d'un long mouvement haussier. Certains peuvent parler de vague de Wolff, d'accord, vague de Wolff, c'est pareil, ce sont des figures on va dire, pas de compression, mais c'est des figures, on va dire, d'ouverture, donc de grande ouverture, d'élargissement, mais ça intervient soit à la fin des sommets, c'est ça, à la fin des sommets, ou aussi à la fin des creux, d'accord?
Et voilà un cas particulier, un cas d'école au niveau du SP500. Donc ça, c'est difficile à travailler parce que on ne sait pas où est-ce que le marché va potentiellement se retourner. On ne sait pas également donc, se retourner à l'achat comme à la vente. Et quand vous regardez ici, on a testé, hein, je vais bien ajuster cette fantastique figure. Voilà, je prends juste les cours de clôture hein, parce que c'est ça qui est le plus important. On ne sait pas où le marché va, on va dire, se situer, d'accord? On avait ici un sommet qui, on va dire, certains évoquaient, et puis moi aussi j'en faisais partie d'ailleurs, on évoquait tous un double bottom larvé, d'accord? Donc je vais juste l'illustrer ici, d'accord? Avec une neckline ici un peu de façon transversale. On s'attendait à ce que ce marché-là soit cassé pour aller tester des sommets, d'accord? Ça n'a pas été fait, on a eu un échec. Donc, on a un retournement majeur, d'accord? Donc, là, on est orienté, d'accord? Le SP500 est orienté dans une dynamique a priori baissière. Mais faites attention, parce qu'on a, donc ce niveau-là, d'accord, qui peut constituer un peu le rôle de pivot ou un rôle de, on va dire, d'inversion hein, de tendance de façon intermédiaire. On peut avoir donc un rebond ici au niveau de la moyenne mobile de 21 périodes qui suit donc cet indicateur que vous connaissez tous qui sont les bandes de Bollinger Band. On peut avoir donc un rebond ici, in extremis, d'accord? Et puis après, aller retester encore le sommet pour ensuite repartir, d'accord, vers le bas. Vous comprenez? Parce qu'on évolue dans une sorte de... Vous voyez, dans une sorte de... Un peu comme un mégaphone, là, donc un speakerphone. Donc, on oscille à l'intérieur, d'accord? Donc, on peut tout de même venir taper donc cette... je vais juste l'illustrer comme ça pour que ça soit plus visible. Donc, on peut avoir ce type de scénario, d'accord? Et puis aller tester. Sauf que si on a ce type de scénario qu'on vienne tester les plus hauts, d'accord? Ça va former donc un double top. Vous comprenez? Donc là, ça valide bien sûr, non seulement ça renforce le signal de retournement qui est, on va dire, acté, mais ça valide également aussi ce retournement de court terme, d'accord? Parce que n'oubliez pas, nous sommes certes en 2019, beaucoup d'acteurs du marché price le mouvement, bon pas le mouvement, mais disons la récession, d'accord? La récession qui est donc du coup prévue pour printemps 2021, d'accord? Ou fin d'année 2020, d'accord? Donc c'est pas, dans la norme, c'est pas si loin que ça, d'accord? Donc ça va dépendre de combien de temps l'économie va être maintenue, puisque vous savez aussi qu'il y a l'élection de Donald Trump, ou non pas l'élection, mais disons l'élection américaine, donc peut-être certainement il va se représenter pour être candidat à sa propre succession pour 2020, parce que son échéance est déjà arrivé, il a commencé déjà en 2016. Donc ces facteurs-là risquent de précipiter, on va dire, ce mouvement-là que je viens de dessiner, parce que tout est basé sur des anticipations, d'accord? Et les anticipations au niveau de l'économie américaine, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas de chiffres clairs pour valider en fait une croissance durable. On a juste des reports d'anticipation qui font gonfler artificiellement des chiffres trimestriels que les entreprises, on va dire, publient. Et c'est et ça se traduit par les buybacks, c'est-à-dire les entreprises, on va dire, rachètent leurs propres dettes, réinvestissent, mettent de la liquidité dans leurs propres actions, ce qui fait que ça paraît comme si les entreprises sont en bonne santé, mais dans le fond, la productivité ou la croissance, on va dire, potentielle que le secteur dans lequel elles exercent n'est pas au rendez-vous, d'accord? Donc quand on regarde, quand on a une différence, une dichotomie entre la production potentielle et également la production réelle, ça peut créer donc une sorte de surchauffe sur l'ensemble des économies, d'accord? Donc la conclusion derrière c'est quoi? C'est que ne soyez pas exposés au marché, que ce soit à la hausse ou à l'achat, à la hausse ou à la vente, d'accord? Il faut plutôt être, disons, factuel,
à avoir des niveaux bien précis, des sommets, d'accord, qui prennent en compte les amplitudes de mouvement avant de chercher à rentrer en position, d'accord. Autrement dit, celui qui était par exemple positionné quelque part, c'est lui qui avait donc pris en compte ce mouvement-là qui était initié ici pour justement faire attention à des plus hauts par rapport à son biais, d'accord, au biais du marché. Il n'allait pas être surpris par cette vente, d'accord. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas surpris de cette on va dire de cette vente, et on n'est pas encore et c'est pas encore fini, d'accord. Si je mets simplement les cours de clôture, vous allez voir que c'est exactement pile poil au même niveau que les précédents échecs, de façon latérale, d'accord. Vous avez un échec ici, il y a ici, si on zoome de près, vous allez voir, il y a deux échecs ici, voilà, un échec, et puis après ici encore un autre échec, comprenez, comme ça, voilà. Sauf que regardez bien le comportement des bandes de Bollinger. On n'est pas sorti des bandes, d'accord? Donc on ne peut pas croire naïvement que techniquement on est à un mouvement, un retournement majeur, un retournement majeur. Il faut qu'on sorte bien sûr des bandes pour qualifier un peu ce comportement-là de, on va dire, vraiment de soit une anomalie de marché ou bien une sorte d'euphorie, d'accord? Pour ensuite se retourner et maintenant constater une nouvelle, on va dire, un nouveau retournement à venir. Un peu comme dans ce qu'on a eu ici avec les différents bandes ici. Vous voyez qu'on est sorti des bandes et on l'a réintégré. Et les bandes elles-mêmes ont formé un double bottom. Hein, on le voit clairement ici, d'accord? Vous avez vu ici l'écart des bandes ici, puisque ça, ce sont des écarts, d'accord? On voit ici qu'elles ont formé un double bottom. Et le marché donc annonçait un retournement majeur. Mais sauf que ce mouvement-là de retournement est basé simplement sur des anticipations, sur de l'espoir entretenu entre les discussions entre la Chine et les États-Unis qui n'ont pas porté fruit jusqu'à présent puisque le gouvernement américain a annoncé donc des sanctions qui vont prendre effet ce vendredi-là qui va arriver. Donc voilà pourquoi il y a cette petite peur qui s'installe sur les marchés. D'accord? Donc, pour finir donc cette petite intervention, c'est ce que je tenais à vous dire, de ne pas vous exposer à l'achat, ni à la vente, juste de tracer des niveaux, d'accord, pour voir un peu comment ces niveaux-là réagissent, le comportement de ces différents niveaux, et puis après, de chercher à intervenir pour aller prendre des objectifs réalistes à l'intérieur d'une journée, parce que quand on regarde après tout le mois, nous sommes simplement le 7 mai, regardez la bougie, la bougie mensuelle, regardez comment elle est déjà très prononcée. On peut avoir bien sûr une accélération, encore un prolongement de ce mouvement pour arriver ici, d'accord, pour retracer cette ancienne bougie ici, parce que techniquement, je vous avais déjà dit dans des anciennes vidéos, quand on a des bougies vertes comme ça, sans mèche, des sortes de gros corps de bâtonnets, en général, surtout sur des résistances, en général, c'est un retour. D'accord? Il y aura toujours un pullback. Je l'avais déjà montré auparavant avec le Nasdaq, avec l'USD4, si vous vous souvenez, dans les différentes vidéos sur TradingView, quand on a des clôtures comme ça, vert, des pleines clôtures comme ça en vert, sur des résistances, parce que ça c'est une résistance ici, on a un échec ici, et on n'a pas de mèche pour signifier en fait une sorte d'amplitude contrôlée par les acheteurs. On a juste un gros bâtonnet qui est là. Donc ça symbolise donc un retournement majeur. C'est ce qui est en train de se faire. Donc on peut avoir bien sûr un mouvement prononcé jusqu'à ce seuil, avoir une respiration, donc ce qui correspond en fait à ce rebond que j'attends bien sûr au niveau de la pointe de la moyenne mobile. Vous voyez comment ça se dirige, hein? Vous voyez comment l'allure de la moyenne mobile à l'intérieur des bandes de Bollinger se dirige, avec bien sûr les différentes bandes ici qui font des sortes de crochets pour donc signifier que le retour n'est pas loin et qu'on peut avoir bien sûr une respiration haussière avant d'aller encore retester techniquement le sommet. Et si on échoue encore là-dessus, donc ça va se faire peut-être au niveau de la fin du mois
de mai ou peut-être proche de la fin du mois au niveau des 20 mai ou des 15-20 mai. Là, maintenant, on peut parler bien sûr d'un retournement majeur rapidement. Cela va dépendre, d'accord? Donc, voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser votre question en dessous de la vidéo. Sinon, partagez-la, likez-la et puis ben, on se retrouve pour d'autres interventions sur les marchés financiers. D'ici là, restez vigilants sur les marchés. Également aussi, faites attention, ne vous exposez pas, bien sûr, ne soyez pas exposé à l'achat ni à la vente. Restez vraiment factuel et surveillez tout simplement vos niveaux. Voilà. Merci encore et passez une bonne soirée. Au revoir.